Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fait beaucoup parler ces derniers temps, le nouveau variant du Covid-19, le NB.1.8.1. Je sais ce que vous vous dites, encore un variant, est-ce qu'on va remettre les masques, est-ce qu'on va revivre ce qu'on a vécu il y a quelques années? Je vais vous expliquer tout ça de manière claire et factuelle, sans tomber dans l'alarmisme mais sans non plus minimiser la situation. Vous savez, il y a quelques mois, beaucoup d'entre nous ont rangé leur masque FFP2 dans un tiroir en pensant qu'on n'aurait plus jamais à s'en servir. On espérait tous que l'époque des variants inquiétants était derrière nous. Mais la réalité, c'est que le SARS-CoV-2 n'a jamais cessé d'évoluer. C'est comme ça que fonctionnent les virus, ils mutent constamment pour s'adapter et survivre. Le variant NB.1.8.1 dont on va parler aujourd'hui est dérivé de la lignée Omicron JN.1 et il a récemment été classé comme variant under monitoring par l'Organisation mondiale de la santé. Ça veut dire qu'il est surveillé de près, mais attention, ça ne veut pas dire qu'il faut paniquer pour autant. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer d'où vient ce variant, comment il a été découvert, quelles sont ses caractéristiques biologiques, si on l'a déjà détecté en France, et surtout, ce que ça change concrètement pour nous dans notre vie de tous les jours. On va voir ensemble si on doit vraiment s'inquiéter ou si on peut garder notre calme tout en restant vigilant. 1. Genèse et contexte international. Alors, commençons par le début. D'où vient ce fameux variant NB.1.8.1? Le premier génome de ce variant a été séquencé le 22 janvier 2025, donc il y a quelques mois seulement. C'est assez récent dans l'histoire des variants du Covid. Mais les choses ont évolué rapidement après ça. 3 semaines plus tard, les autorités sanitaires de Hong Kong ont commencé à tirer la sonnette d'alarme. Ils ont observé une hausse soudaine des hospitalisations liées à cette nouvelle souche. Et vous savez comment ça se passe avec les virus, une fois qu'ils commencent à se propager dans une région, ils ne s'arrêtent pas aux frontières. Rapidement, d'autres territoires asiatiques ont signalé la présence du variant. Taïwan, Singapour et plusieurs provinces chinoises ont rapporté des taux de positivité supérieurs à ce qu'ils avaient observés depuis plus d'1 an. C'est à ce moment-là que l'OMS a décidé de placer ce variant sous surveillance, le 23 mai 2025 exactement. Mais l'Asie n'était pas la seule touchée. Les centres de dépistage aux frontières américaines ont détecté le variant chez des voyageurs venant de 9 pays différents, pas seulement asiatiques mais aussi européens. Ça montre que dès ses débuts, ce variant avait déjà une diffusion transcontinentale. C'est le problème avec notre monde hyperconnecté, les virus voyagent aussi vite que nous. Pour vous donner une idée de la vitesse de propagation, fin mars, NB.1.8.1 ne représentait que 2,5% des séquences virales analysées dans le monde. 4 semaines plus tard, ce chiffre était passé à plus de 10%, toutes régions confondues. C'est une progression assez rapide, mais pas exceptionnelle non plus par rapport à d'autres variants qu'on a connus. Les virologues expliquent cette croissance par 2 facteurs principaux. D'abord, ce variant a un avantage de croissance, c'est-à-dire qu'il se multiplie plus facilement que les autres variants qui circulaient à ce moment-là. Concrètement, il croît 1,3 fois plus vite que les lignages Flirt et Fluke qui dominaient en début d'année. Ensuite, il a développé des mutations qui lui permettent d'échapper un peu mieux à notre système immunitaire, mais attention, on va voir que cet avantage reste modeste. 2. Premier pas du variant en France. Maintenant, parlons de la situation en France. Est-ce que ce variant est déjà arrivé chez nous? La réponse est oui, mais dans des proportions encore très limitées. Le 23 mai, le Centre national de référence de Lyon a confirmé 4 séquences de NB.1.8.1 sur le territoire français. Ces 4 cas sont intéressants à analyser. 2 provenaient d'échantillons hospitaliers et 2 avaient été prélevés en médecine de ville. Le professeur Bruno Lina, que certains d'entre vous connaissent peut-être pour ses interventions médiatiques pendant la pandémie, a tenu à rassurer en expliquant que détecter ces cas sitôt montre que notre système de surveillance fonctionne bien, mais que le nombre reste pour l'instant infime. Ce qui est rassurant, c'est que les 4 patients français infectés par ce variant ont présenté des symptômes modérés. On parle de fièvre, toux sèche, fatigue, rien d'exceptionnel par rapport à ce qu'on connaît déjà avec les autres variants d'Omicron. Aucun de ces patients n'a eu besoin de soins intensifs. Et surtout, aucune chaîne de transmission locale majeure n'a été documentée depuis, ce qui suggère que la circulation reste sporadique.
Mais il faut garder en tête que la France ne vit pas en vase clos. Nos voisins européens ont aussi détecté le variant. Le CDC, le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies, a repéré des fragments viraux identiques en Allemagne, aux Pays-Bas et en Espagne. Les experts européens nous rappellent une chose importante, le faible taux de séquençage actuel peut masquer une diffusion plus large qu'on ne le pense. C'est pour ça qu'il y a un intérêt à maintenir, au moins dans les laboratoires sentinelles, un séquençage ciblé sur les prélèvements atypiques ou les cas sévères. Ça nous permet de garder un œil sur l'évolution de la situation sans pour autant séquencer tous les prélèvements, ce qui serait coûteux et pas forcément utile. 3. Biologie et mutations clés. Maintenant, rentrons un peu dans le détail biologique. Je sais que ça peut paraître technique, mais c'est important de comprendre ce qui rend ce variant différent des autres. NB.1.8.1 garde la structure de base de JN.1, mais il ajoute 8 changements majeurs sur la protéine Spike. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec le vocabulaire, la protéine Spike, c'est en quelque sorte la clé que le virus utilise pour entrer dans nos cellules. Parmi ces 8 mutations, certaines sont particulièrement intéressantes. Les mutations A435S et V445H augmentent l'affinité du virus pour le récepteur ACE2, qui est la serrure que la protéine Spike vient ouvrir dans nos cellules. En gros, le virus devient un peu plus efficace pour s'accrocher à nos cellules et les infecter. D'autres mutations, comme T478I et F456L, permettent au virus d'échapper un peu mieux aux anticorps que notre système immunitaire produit. Mais attention, et c'est là où les bonnes nouvelles commencent, cette évasion immunitaire reste modeste. Les tests en laboratoire montrent une réduction moyenne de seulement 1,5 fois de l'activité des anticorps présents dans le sang des personnes vaccinées. Pour vous donner une comparaison, quand Delta ou XBB.1.5 sont apparus, cette réduction était beaucoup plus importante. Une autre bonne nouvelle, c'est que le variant n'a pas de mutation supplémentaire sur les protéines qui s'occupent de la réplication du virus. Ça veut dire que les médicaments antiviraux comme le nirmatrelvir-ritonavir, plus connu sous le nom de Paxlovid, ou le remdesivir, devraient conserver leur efficacité. Les simulations informatiques de stabilité structurale confirment que la configuration globale du spike reste proche de la famille JN.1. C'est important parce que ça signifie que les vaccins actuels, ceux qui ciblent JN.1 ou LP.8.1, devraient continuer à offrir une protection appréciable contre les formes graves de la maladie. On n'est pas dans une situation où il faudrait complètement repenser notre approche vaccinale. 4. Impact clinique et symptômes. Parlons maintenant de ce que ça donne concrètement quand on est infecté par ce variant. Du point de vue clinique, NB.1.8.1 se manifeste par les signes qu'on connaît déjà bien maintenant, mal de gorge, fièvre modérée, douleurs musculaires, toux sèche, nez bouché. Rien de bien nouveau sous le soleil. Quelques médecins asiatiques ont décrit certains cas avec une fièvre qui dure un peu plus longtemps que d'habitude et des troubles gastro-intestinaux passagers, mais sans aggravation respiratoire majeure et sans augmentation documentée des pneumonies graves. C'est important de le souligner parce que c'était ça notre grande crainte avec les nouveaux variants, qu'ils provoquent des formes plus sévères de la maladie. Aux États-Unis, où le variant a été détecté chez des voyageurs, les indicateurs hospitaliers ne montrent pas de pic inhabituel. Les admissions en soins intensifs et la mortalité n'ont pas augmenté de manière significative. C'est cohérent avec ce qu'on observe ailleurs. L'OMS a consolidé toutes ces données, et elle confirme cette observation rassurante, malgré la hausse des hospitalisations dans certaines régions du Pacifique occidental. La proportion de cas nécessitant une assistance respiratoire ou une ventilation invasive n'augmente pas par rapport au précédent pic Omicron qu'on a connu. Le Conseil scientifique français, de son côté, souligne qu'il n'existe pour l'instant aucune preuve d'une sévérité supérieure. C'est un point crucial, ce variant semble plus transmissible, mais pas plus dangereux. Et ça, c'est une différence fondamentale avec ce qu'on a vécu avec Delta par exemple. 5. Ce que disent les autorités sanitaires. Alors, que disent officiellement les autorités sanitaires de tout ça ? L'OMS a publié un rapport de risque préliminaire qui classe NB.1.8.1 au niveau faible. Ça veut dire qu'effectivement, il grandit plus vite que plusieurs autres lignages concurrents, mais qu'il n'induit pas une pathogénicité accrue et qu'il n'échappe que marginalement à l'immunité post-vaccinale. Le CDC, l'agence européenne, n'a pas encore inscrit ce variant dans la catégorie variant of interest,
en arguant d'un faible niveau de circulation dans l'Union européenne. Mais attention, l'agence recommande quand même aux États membres d'augmenter temporairement le séquençage pour éviter de se retrouver aveugle si le variant prenait un tournant inattendu. C'est de la prudence, pas de l'alarmisme. En France, Santé publique France continue à surveiller les indicateurs traditionnels, le nombre de tests positifs, les passages aux urgences pour suspicion de Covid, et la part des séquences NB.1.8.1 dans l'ensemble des génomes analysés. Le ministère de la Santé n'a pas annoncé de changement de stratégie vaccinale à ce stade. Ils attendent les conclusions conjointes de l'OMS et de l'Agence européenne des médicaments sur la formulation des vaccins pour l'automne. Dans l'intervalle, les recommandations officielles restent les mêmes: rappel vaccinal pour les personnes les plus vulnérables, port du masque en milieu de soins et auto-isolement en cas de symptômes. Rien de révolutionnaire, on reste dans la continuité de ce qui était déjà recommandé. 6. Comment rester protégé? Maintenant, la question que vous vous posez tous: comment se protéger concrètement contre ce variant? La bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas besoin de réinventer la roue. Les stratégies de protection qu'on connaît déjà fonctionnent toujours. La première ligne de défense, c'est de maintenir son bouclier immunitaire à jour. Si votre dernier rappel vaccinal remonte à plus de 6 mois, c'est le moment d'en parler à votre médecin. Les données préliminaires montrent que les vaccins actuels, ceux qui ciblent JN.1 ou LP.8.1, induisent des anticorps neutralisants suffisants pour bloquer la majorité des infections symptomatiques dues à NB.1.8.1. Ensuite, il faut réapprendre à lire le contexte. On n'est plus dans une logique de restriction généralisée, mais de bon sens situationnel. Lors des pics saisonniers, après un voyage dans une zone à forte circulation, ou quand on doit passer du temps dans des espaces confinés avec beaucoup de monde, porter un masque FFP2 dans les transports n'est plus un acte anxiogène, mais un réflexe de courtoisie sanitaire. Les gestes qu'on a appris pendant la pandémie gardent toute leur utilité: aération des pièces fermées, test rapide en cas de doute, isolement volontaire de 24 heures après le premier symptôme. Ce sont des leviers simples pour casser les chaînes de transmission avant qu'elles ne s'emballent. N'oublions pas non plus les traitements antiviraux. Si vous êtes éligible au Nirmatrelvir-Ritonavir, le Paxlovid, commencez le traitement dans les 5 jours suivant le début des symptômes réduit considérablement le risque de complications. Et comme je l'ai dit plus tôt, les mutations de NB.1.8.1 n'affectent pas la cible de ce médicament, donc il reste efficace. Concrètement, avoir un autotest à domicile et garder le contact de votre médecin traitant peut faire la différence entre une infection qui ressemble à une grippe de 3 jours et une infection qui traîne en longueur. Conclusion. Alors, pour conclure, faut-il craindre NB.1.8.1? Ma réponse est nuancée, et j'espère que cette vidéo vous aura aidé à comprendre pourquoi. Oui, le virus continue de muter et nous rappelle que la pandémie n'est pas complètement reléguée au livre d'histoire. C'est la réalité biologique des virus respiratoires, ils évoluent constamment. Non, ce sous-variant n'a pas, pour l'heure, la capacité de bouleverser l'équilibre clinique qu'on connaît depuis les vagues Omicron. La grande majorité des infections restent bénignes chez les personnes qui ont une immunité, que ce soit par la vaccination ou par des infections précédentes. C'est précisément parce qu'il n'y a pas d'explosion de sévérité qu'on peut substituer la panique par la vigilance éclairée. Rester informé sans se noyer dans l'info anxiogène, mettre à jour ses vaccins selon les recommandations, réappliquer les gestes barrières quand le contexte l'exige, consulter rapidement en cas de symptômes. En agissant ainsi, on transforme l'inquiétude en pouvoir d'agir. Le message que je veux faire passer, c'est qu'on peut laisser NB.1.8.1 à sa place, un sujet d'attention, pas un épouvantail. On a appris à vivre avec ce virus, on a développé des outils pour s'en protéger, et ces outils fonctionnent toujours. Il faut juste continuer à les utiliser intelligemment. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer, partager, et vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si vous avez des questions ou si vous voulez que je creuse certains aspects plus en détail. À bientôt pour une nouvelle vidéo.